Marc Usan, je suis médecin, encore un peu en exercice, bien que je sois essentiellement un médecin émérite, comme on dit. Et je voudrais remercier la l'Université populaire de philosophie et Eric Loven de m'avoir permis de faire cette conférence. Donc voilà, je vous laisse un petit peu vous installer. Je vous remercie d'être venu. Après, je ne sais pas pour l'instant combien vous êtes. Il est certain que pour moi, ça va pas être tout à fait facile de faire cette conférence. C'est une première. Je n'ai pas accès à mes notes. Il faudra que je la fasse entièrement de tête et vous aurez plus ou moins accès à des illustrations que j'avais préparées. Donc, cette conférence, finalement, je l'ai intitulée « Veuillez prouver que vous êtes humain ». C'est en référence à ce qu'on voit des fois quand on va sur des sites où on nous demande de prouver que nous sommes humains et pas un robot. Pourquoi? Alors, je vais faire un petit peu un historique. Il y a environ 2 ans, je suis un grand lecteur de Jules Verne et je suis membre de la Société Jules Verne et j'ai lu un livre de Jules Verne qui est pas très connu, qui s'appelle Le village aérien. Et dans ce livre, à la fin de ce livre, il y a une cinquantaine de pages où des explorateurs se retrouvent en présence d'une tribu d'individus qu'ils n'arrivent pas bien à classer entre les hommes ou des grands singes. Voilà, ils hésitent entre les deux. Et à l'époque, on est en 1900, on croit qu'il y a un chaînon manquant entre le singe et l'homme. Et on en reparlera, je décrirai un peu plus ce livre, mais ça m'a rappelé un autre livre que j'avais lu il y a très très longtemps, qui est un livre qui est beaucoup plus connu de Vercors, qui s'appelle Les animaux dénaturés, qui traite exactement du même sujet, c'est-à-dire des gens qui découvrent une tribu d'êtres qu'ils ont du mal à classer entre le singe et l'homme. Là, ça se passe en 1950. Je crois qu'on a encore à cette époque la notion du chaînon manquant. En tout cas, il m'a semblé que cette question du chaînon manquant pouvait être une façon pédagogique d'aborder la question que je voudrais aborder, et qui est au fond comment se définit l'homme? Qu'est-ce qui définit l'espèce humaine? Qu'est-ce qui fait qui appartient à l'espèce humaine? Alors, ça paraît étonnant, mais il n'y a aucune définition de l'homme. L'ONU définit des droits humains, mais il n'y a nulle part aucune définition de l'homme. Ça avait d'ailleurs déjà frappé Vercors en 1950. Alors, pourquoi se poser cette question? Eh bien, parce que on pourrait penser que c'est une question qui avait été résolue. Alors, elle avait été résolue effectivement d'une certaine façon par la religion, c'est-à-dire que les religions, mettons la religion catholique pour la France, disaient que l'homme, voilà, était créé par Dieu à son image et il avait une âme. Et c'est ce qui le caractérisait, le distinguait de façon radicale de tous les animaux. Il se trouve qu'au fil des siècles et des années, moins de gens ont cru à cette déclaration biblique. Et puis, il y a eu la découverte au XVIIIe siècle, XIXe siècle, de l'idée que la Terre avait dû évoluer du point de vue de la géologie. Et puis la découverte de fossiles, XVIIIe, XIXe siècle, fossiles animaux, puis fossiles humains. Et tout ceci a abouti à l'idée de l'évolution, c'est-à-dire que la Terre avait évolué, elle n'avait pas toujours été telle qu'elle avait été, et à l'idée aussi que les animaux avaient évolué, et à l'idée que les hommes avaient évolué, et que l'animal n'était finalement, que l'homme par exemple, n'était finalement qu'un animal parmi les autres, certes supérieur. Voilà. Et donc ça posait la question suivante, c'était est-ce que euh, tous les hommes ont évolué de la même façon? Est-ce qu'il y a une seule espèce humaine ou est-ce qu'il n'y a pas eu des animaux qui ont évolué vers l'homme et qui se seraient arrêtés à différents niveaux et donc il y aurait peut-être différentes espèces ou races humaines et donc qui auraient évolué différemment, avec les unes ayant beaucoup évolué au XIXe siècle, c'était bien sûr l'homme blanc européen, et d'autres qui auraient moins évolué, ce qui aurait justifié leur mise en esclavage, la colonisation, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ces questions, théoriquement, ont été réglées depuis la controverse de Valladolid et surtout depuis le procès de Nuremberg, mais on a l'impression que ça revient de façon soit sournoise, soit pas du tout sournoise, avec des tenants de théories racistes et en particulier du suprémacisme blanc. Donc j'ai pensé que c'était pas inintéressant de revenir là-dessus et de réaffirmer un certain nombre
de choses. Alors, en pratique, comment je vais faire? Eh bien, nous allons parler d'abord des livres que j'ai lus, décrire sommairement le livre de Verne et le livre de Vercors. Et puis, nous allons aborder Darwin et l'évolution. Et puis, nous allons aborder les différents critères d'humanité. Alors, il y en a plusieurs, l'utilisation des outils, la maîtrise du feu, le fait de vivre en société, et puis l'interfécondité aussi, qui n'est pas un critère absolu. Et puis aussi deux critères que nous allons développer parmi tout cela, qui sont la bipédie et qui sont le langage, qui sont considérés comme des critères importants servant à définir l'homme. Donc nous allons les passer en revue, voir en quoi ils caractérisent l'homme, et puis au terme de ça, peut-être que nous verrons que ces critères comme ça qu'on pourrait dire physiques ou fonctionnels ne sont peut-être pas tout à fait absolus et que peut-être il revient à la philosophie de dire ce qu'est l'homme. Ce que j'ai intitulé ce chapitre, à la fin, c'est la philosophie qui gagne. Voilà. Et puis, à la fin de ce chapitre, nous reviendrons à Darwin, peut-être pour actualiser mon propos. Le Darwin, non pas de l'évolution des espèces de la sélection naturelle de 1859, mais le Darwin de la filiation de l'homme de 1872. Et puis je ferai aussi au début un rappel de l'évolution des espèces, en espérant que vous verrez de temps en temps des images qui l'illustrent, parce que sinon ça va être un peu difficile, mais enfin, peut-être vous connaissez tout ça par cœur. Alors, peut-être on va commencer d'ailleurs par là, on va dire un mot sur l'évolution. Alors, l'homme ne descend pas du singe, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de chaînon manquant, mais la lignée des singes, des simiens et la lignée humaine ont divergé, voici 8 à 9 millions d'années. Donc la lignée simiesque a évolué pour son propre compte pour aboutir aux grands singes que sont les gorilles, les chimpanzés et l'orang-outan. Et la lignée humaine, elle aussi, elle a évolué de son côté, de façon buissonnante. Donc se sont succédés ce qu'on peut appeler des hominidés. Certaines de ces lignées ont probablement cohabité. Les autres se sont succédés sans qu'on dise que c'est l'un qui est la filiation de l'autre, forcément, et puis d'autres ont pu cohabiter. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien compris, parce que c'est au fil des découvertes de fossiles très anciens qui sont en très mauvais état. L'état actuel des choses, c'est de dire que l'homme est apparu il y a environ 8 millions d'années, donc sous la forme de l'Australopithèque, de Lucie, qui mesurait 1,20 m, et qui était partiellement bipède, pas complètement bipède, partiellement bipède. Et il a fallu attendre ensuite plusieurs millions d'années pour qu'apparaisse l'Homo habilis, qui, comme son nom l'indique, était capable d'utiliser des outils. Et puis, il y a environ 1,8 million d'années, l'Homo erectus, qui, c'est pas ce que vous croyez, mais simplement qu'il se tenait debout. Et donc, il était, lui, constamment bipède. Et ceci nous amène ensuite à des périodes beaucoup plus récentes, avec l'Homo rudolfensis, l'Homo néanderthalensis, l'homme de Néandertal, et puis nous-mêmes, Homo sapiens. Voilà, on pense que l'homme de Néandertal, pour en rester à la période la plus récente, est apparu il y a environ 300 000 ans. L'homme Homo sapiens est apparu environ il y a 150 000 ans. Tout le monde est apparu en Afrique et tout le monde ensuite a gagné l'Europe par le Moyen-Orient. En tout cas, Sapiens est arrivé au Moyen-Orient déjà environ moins 100 000 ans, puisqu'on a trouvé des squelettes de Sapiens en Palestine ou en Israël. Et il a gagné l'Europe vers moins 40 000 ans, moins 45 000 ans, où il s'est retrouvé d'ailleurs contemporain et en confrontation peut-être avec Néandertal, qu'il a peut-être lui-même fait disparaître. Voilà. Alors, je vais vous raconter un petit peu de quoi parlent ces deux livres. Le village aérien est un ouvrage de Jules Verne. Alors, vous connaissez sûrement Jules Verne comme auteur de science-fiction, ce qu'il est effectivement, mais c'est surtout
un vulgarisateur scientifique, et puis surtout un homme qui a abordé tous les problèmes politiques et historiques de son temps dans différents romans, mais qui sont souvent peu connus. Le village aérien se compose de deux parties. Une partie qui est, à mon avis, peu intéressante, tout à fait classique. Ce sont des gens qui chassent les éléphants et qui recueillent l'ivoire. Ce qui est drôle simplement, c'est qu'ils se font tous massacrer, enfin, sauf 2 ou 3 personnes qui échappent. Et ces personnes essayent de rejoindre les comptoirs français du Congo. Ils sont dans l'Ubangi-Chari, c'est-à-dire dans le centre de l'Afrique. Ils doivent marcher des centaines, des milliers de kilomètres. Et dans cette marche, à un moment donné, ils sont enlevés par une tribu d'êtres donc intermédiaires pour eux entre le sage et l'homme. Et donc, pendant qu'ils sont hébergés ou prisonniers de cette tribu pendant quelques semaines, ils se posent tout le temps la question est-ce que ce sont des singes, est-ce que ce sont des hommes? Le livre de Velcor s'appelle Les animaux dénaturés. Alors, le livre de Jules Verne a été publié en 1901. Le livre de Vercors a été publié exactement 50 ans plus tard, en 1951 ou 52. Et il s'appelle Les animaux dénaturés. On verra pourquoi il a donné ce titre plus tard. Il raconte l'histoire d'une expédition pas de géologues, mais d'anthropologues ou de paléologues qui se trompent et finalement ils se retrouvent en Papouasie. Ça se passe en Papouasie, donc dans des régions qui en 1950 étaient encore des taches blanches sur la carte. Et ils se trouvent devant des falaises, et puis pendant la nuit ils sont attaqués, on leur jette des pierres, etc. Puis ils finissent par découvrir que les falaises sont habitées par des singes, ou ce qu'ils croient être des singes, et puis en les approchant, ils s'aperçoivent que ce ne sont pas exactement des singes, mais ce sont des êtres, encore une fois, qui ont des caractéristiques physiques intermédiaires entre le singe et l'homme. Il faudrait que je puisse vous montrer un dessin qu'avait réalisé Vercors d'un de ces êtres. Alors ils vont les appeler des tropies, parce qu'au fond c'est des paranthropes, ils ne savent pas comment, si c'est des hommes, si c'est des singes. Et donc ils se posent la question, est-ce qu'ils appartiennent à l'humanité? Alors pourquoi ils se posent cette question? C'est beaucoup plus développé dans Vercors que dans Jules Verne. Pourquoi ils se posent cette question? Parce que bien sûr leur découverte a été annoncée à tout le monde, et puis il se trouve que ces tropies, ils appellent les tropies, sont capables quand même, ils sont au niveau au moins de l'Homo erectus ou habilis, ils sont bipèdes, ils ont une certaine degré d'intelligence et de langage, ils enterrent leurs morts, et on s'aperçoit qu'ils sont capables par exemple de monter des échafaudages et de faire marcher des machines. Et ça intéresse beaucoup les capitalistes australiens qui, au lieu d'envoyer filer de la laine des moutons australiens en Angleterre, pourraient la faire filer sur place en Australie, et pourraient utiliser ces tropies comme main-d'œuvre. Ça serait une main-d'œuvre qui n'aurait pas besoin de payer, puisque ce ne seraient pas des hommes. Les mâles seraient castrés pour être plus tranquilles, et comme ça, voilà, ils pourraient faire des profits. Ce qui, bien sûr, révolte l'équipe d'anthropologues qui a découvert les tropies, et notamment l'un d'entre eux, Douglas Templemore, qui est en fait un journaliste, et il essaye d'empêcher ça, et il a recours à quelque chose d'extrêmement particulier, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des expériences entre les tropies et puis les singes, ils avaient inséminé des femelles tropies avec du sperme de singes, d'hommes, etc. Et tout avait marché, ils étaient tous interféconds, ce qui fait qu'on ne pouvait pas conclure s'ils étaient des singes ou des hommes. Et lui, il a l'idée de féconder une femelle tropie avec son propre sperme, et donc il ramène cette femelle tropie qui est enceinte, il la ramène en Angleterre en l'occurrence, et puis elle accouche d'un bébé, et il euthanasie ce bébé de façon très douce, mais enfin il le tue. Et puis il appelle la police et il dit voilà, je viens de tuer mon fils. Il fait constater par un médecin la mort de cet enfant qui est son fils quelque part. Et à partir de là, il va être mis en procès. Et donc ce procès, il va se passer deux choses possibles. Soit on considère que cet enfant d'un homme et d'une femme tropie était un humain, et à ce moment-là, Douglas Templemore est accusé d'assassinat prémédité et il va être pendu. Mais les tropies seront sauvés, ils ne deviendront pas esclaves. Soit on considère que cet enfant de tropie n'est pas humain, et à ce moment-là, Douglas Templemore est libéré parce qu'il a tué juste un animal, mais à ce moment-là, les tropies peuvent être mis en esclavage. Voilà, donc c'est
Donc il y a un très long développement dans ce livre sous la forme du procès de Douglas Templemoore. Voilà. Alors, donc nous avons vu ces livres, nous avons vu les différentes évolutions, les hominidés qui se sont succédés avant l'apparition de Sapiens. Disons quelques mots de Darwin, alors, parce que c'est quand même à la lumière de Darwin que tout ça va se passer, et de l'évolution, de la théorie de l'évolution, d'une façon plus générale. Alors, la théorie de l'évolution a été énoncée d'abord par Lamarck. Lamarck est né en 1744 et mort en 1829. Et c'était le premier d'abord à décrire la science biologique, à la créer, à créer le mot de biologie. Même, je ne peux pas vous donner la situation de tête, mais je n'ai pas les textes, mais bon. Et lui, il pense que l'homme est le résultat d'une évolution, qu'il y a eu évolution des espèces, et il l'a montré avec les fossiles, etc. Lui, Lamarck pensait que les caractères acquis pouvaient se transmettre, ce qui très vite est apparu comme très compliqué à soutenir comme théorie, puisque par exemple un rat à qui on coupe la queue ne va pas engendrer des rats sans queue. Mais voilà, c'était quelque chose qui faisait débat, et puis plus tard, deux générations plus tard, est apparu Darwin. Darwin est né en 1809, voilà, donc 2 générations après Lamarck. Il était issu d'une famille de scientifiques et lui-même, lorsqu'il avait 25 ans environ, il a fait un très grand voyage avec un vaisseau de circumnavigation qui a duré 5 ans, où il a pris des tas d'observations. C'était un savant de sciences naturelles, et donc des observations de sciences naturelles. Et en rentrant en Angleterre en 1832 ou 37, il a commencé à écrire. Il a publié ce qu'il avait vu et ce qui a fait sa réputation. Mais en même temps, il réfléchissait, bien sûr, et tout ce qu'il avait vu le rendait convaincu de la réalité de l'évolution. Mais il ne comprenait pas quel était le moteur de cette évolution, puisque l'acquisition des caractères, la transmission des caractères acquis ne lui semblait pas possible. C'est pas ce qu'on observait. Lui, il avait beaucoup étudié aussi la sélection, non pas naturelle, mais la sélection chez les éleveurs, des animaux par les éleveurs. Donc, il s'est demandé quel était le moteur de cette sélection, et c'est en lisant Malthus qu'il a compris. Que disait Malthus? Malthus, qui est antérieur à Darwin, hein, dit que les populations croissent plus vite que les ressources, et que donc, si on laisse faire les choses, évidemment, tout le monde va mourir de faim. Et que donc, comment ça s'équilibre, ce système? Eh bien, ça s'équilibre en ce que les plus forts, les plus aptes survivent, et donc ceux-là seuls survivent, et donc ils peuvent avoir suffisamment de ressources. Bon, c'est une théorie qui a été largement battue en brèche, on ne va pas développer. En tout cas, Darwin en a tiré l'idée qu'il y avait effectivement dans la nature un phénomène de ce type, c'est-à-dire un phénomène de sélection naturelle, d'une part de sélection entre les espèces elles-mêmes pour l'occupation d'un territoire, et ensuite, au sein d'une espèce, on savait que au sein d'une espèce, il apparaissait de temps en temps quelqu'un qui était différent des autres, et ce que Darwin a pensé et dit, c'est que lorsque cet individu différent des autres avait des caractéristiques qui le rendaient plus apte, plus combatif, plus apte, etc., eh bien, il prenait le dessus sur les autres et il donnait ensuite, c'est lui ensuite qui devenait dominant et toute la lignée devenait comme ça. Et ainsi pouvait s'expliquer l'évolution. C'est donc une évolution qui s'explique par des accidents génétiques et ensuite la nature vient sélectionner ces accidents génétiques. Et ceci explique d'ailleurs, et ça se fait donc, ça met un certain temps à se faire, ce qui explique peut-être que par exemple entre les Australopithèques et Erectus, il s'est passé 3 ou 4 millions d'années, entre Erectus et Sapiens, 1 million et 800 000 années, etc. Et on verra qu'on est peut-être sorti de cette façon d'évoluer dans notre société de Sapiens. En tout cas, à l'époque, alors pour que tout le monde comprenne bien, à l'époque, on ne connaissait pas la génétique. Mendel avait peut-être déjà publié ses travaux, mais personne n'y avait fait attention. Et les travaux de Mendel ne vont être découverts qu'au début du XXe siècle. On ne connaissait pas les chromosomes,
on les a découverts qu'en 1880, et ce n'est qu'en 1950 qu'on a compris qu'ils étaient porteurs de l'ADN, et que l'ADN était porteur du code génétique. Donc, au moment où Darwin publie l'évolution des espèces, en 1859, on ne connaît rien de tout ça. Le premier fossile humain néandertal a été découvert en 1856, mais je ne sais pas si Darwin était au courant. Et le premier fossile de Sapiens va être découvert en 1880, c'est-à-dire après même la deuxième grande publication de Darwin. Donc finalement, alors Darwin, lorsqu'il publie son premier livre sur la sélection naturelle, sur l'évolution, se garde bien de l'appliquer à l'homme. Il dit que ça concerne uniquement les animaux, il ne veut pas se heurter à l'Église, mais bien sûr, personne n'est dupe, et c'est l'objet donc d'une polémique extrêmement violente entre différents savants, et puis avec bien sûr l'Église anglicane, catholique, etc. Polémique qui peut d'ailleurs continuer encore aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui sont contre l'évolution, qui sont fixistes, mais bon, on ne va pas développer. Alors, nous allons parler maintenant des critères de l'humain. On va commencer par la bipédie. Alors, on va dire la bipédie, on va voir en deux chapitres, c'est-à-dire la bipédie comment, et puis ensuite nous verrons la bipédie pourquoi. Alors, la bipédie comment? Alors d'abord, la théorie qui est actuellement en vigueur, mais peut-être que ce ne sera pas forcément la même dans quelques années, c'est la théorie de l'effondrement de la faille du rift africain, c'est-à-dire que l'Afrique était boisée et dans ces forêts vivaient des singes et puis des ancêtres des hommes qui étaient arboricoles. Et puis il y a eu une énorme faille d'effondrement, et donc le climat a fondamentalement changé, et à l'est de cette faille d'effondrement, le climat est devenu chaud et sec, et au lieu de la forêt s'est développée une savane. Et dans cette savane, évidemment, les êtres arboricoles n'étaient pas vraiment favorisés, et donc ont été sélectionnés par la nature des êtres qui arrivaient plus facilement à se tenir debout, et donc qui pouvaient regarder au loin, voir d'une part leur gibier, puis aussi leurs prédateurs, et donc voilà, se cacher, courir, etc. Et donc c'est comme ça que serait apparue la bipédie par sélection naturelle dans cet environnement, non plus de forêt, mais de savane, et ça correspond effectivement à ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que les fossiles de Lucie, les fossiles même d'Erectus ont été trouvés au Tchad, en Éthiopie, etc., à l'est de cet effondrement du rift. Donc c'est ça la théorie, comment la bipédie s'est mise en place et a été sélectionnée. Alors, quel est l'avantage de la bipédie? Il y en a plusieurs. D'abord, la bipédie, elle a libéré les mains. Donc, avant, quand on marchait à quatre pattes, on n'avait que sa gueule pour porter quelque chose. Donc, la bipédie a libéré les mains, et donc elle a permis l'utilisation des outils, la maîtrise du feu, des choses comme ça. Elle permettait aussi de porter des objets, de porter ses enfants. Après, on discute sur les relations entre la bipédie et la croissance du cerveau. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, donc il n'est pas certain que ce soit la bipédie qui ait favorisé la croissance du cerveau. Alors, donc je l'ai dit, on considère que le premier bipède complet est Erectus. Les grands singes ne sont pas bipèdes, ils sont quadrupèdes et ils ont des pieds préhensibles, contrairement à l'homme qui a perdu le caractère préhensible de son pied. Si on veut regarder comment, c'est pas inintéressant de voir pourquoi l'homme est bipède, qu'est-ce qui fait que l'homme est bipède et comment son squelette est bipède. Alors pour ça, je me suis appuyé sur un livre que je vous recommande, qui est celui-ci. Voilà, Comment nous sommes devenus bipèdes, qui est un livre très agréable à lire. Donc on a vu l'animal, enfin le singe ou les grands singes marchent à quatre pattes. Si on regarde ce qui se passe dans la vie fétale, on s'aperçoit que le fœtus a un pied qui est comme celui du pied du simple chimpanzé. C'est tout à fait semblable à un pied de fœtus chimpanzé, mais au cours de l'évolution dans la vie intra-utérine, il se transforme en un pied qui n'a plus un pouce opposable et qui n'est plus préhensile.
Première caractéristique. Deuxième caractéristique aussi, et c'est décrit dans le livre de Vercors, le pied humain repose sur un astragale large et court, alors que l'astragale simiesque est un astragale étroit et long. Donc rien qu'en voyant un astragale, on peut dire si l'être auquel il appartenait était bipède ou pas bipède. Autre caractéristique des bipèdes, c'est un bassin large, alors que le bassin des singes est un bassin long et étroit, c'est un bassin large, plus large que haut. Et alors, j'ai pas non plus les schémas ici, mais un angle sacré qui est large, c'est-à-dire que l'angle que fait le plateau du sacrum avec la verticale est un angle qui fait entre 40 et 60 degrés, alors que chez, par exemple, le chimpanzé, cet angle fait seulement 10 degrés. Ce qui fait que lorsque le chimpanzé se met debout, ce qu'il peut faire, il est en situation extrêmement instable sur, on va dire, sur un angle de 10 degrés, alors que l'homme, il est sur un angle de 60 degrés. Quand on s'est mis debout également, se sont développées les courbures, la lordose lombaire, la syphose dorsale. Tous ceux qui ne sont pas médecins ont peut-être du mal à suivre. Et c'est dommage qu'on n'ait pas les images, et la syphose du rachis cervical. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment où on s'est mis debout, la tête n'était plus, chez les êtres qui sont à quatre pattes, la tête doit être maintenue en position horizontale par des muscles extrêmement puissants. Là, la tête, elle tient naturellement, on peut dire, en équilibre sur le rachis cervical, avec un trou occipital, c'est là la communication entre le rachis et le crâne, ça se fait par le trou occipital, qui est beaucoup plus en avant que chez les singes. Donc rien qu'en voyant la taille, enfin la place d'un trou occipital sur un fragment de crâne, on peut dire ça appartient à quelqu'un qui était bipède ou pas bipède. Alors, le travail de Christine Tardieu, qui est extrêmement passionnant, elle a étudié la marche des enfants qu'elle a confrontée à la marche des chimpanzés. Elle a fait des expériences amusantes en filmant des enfants qui marchaient et des chimpanzés qui marchaient. Et puis elle s'est rendue compte, alors, le petit enfant, quand il naît, il a tout l'équipement génétique pour devenir bipède. Ceci dit, quand on regarde le squelette d'un bébé qui vient de naître, c'est pas tout à fait le squelette d'un adulte. En particulier, les fémurs ne sont pas obliques, la rotule n'est pas telle qu'elle est chez l'adulte, etc. Et en fait, c'est à partir du moment où l'enfant va petit à petit se mettre debout que son squelette va se remodeler pour devenir petit à petit ce qu'est le squelette d'un enfant, d'un grand enfant et d'un homme adulte. Et donc, il change complètement par rapport au squelette d'un chimpanzé. Alors ça, c'est comment on est devenu bipède, mais ensuite, pourquoi on est devenu bipède? Et pour répondre à ces questions, il faut peut-être faire un détour par les enfants sauvages. C'était très à la mode au XIXe siècle, et puis début du XXe siècle, jusque dans les années 60-70, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup. Ça a été l'objet d'un livre que vous pouvez lire aussi, qui s'appelle, de Lucien Malson, qui s'appelle Les enfants sauvages. Voilà, c'est un livre qui est paru dans les années 60-70, mais qui est réédité régulièrement. Et on s'est dit, ben oui, et si on veut savoir quelle est l'évolution naturelle de l'homme en dehors de l'effet de la société, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé chez les enfants qui ont été isolés, c'est-à-dire les enfants sauvages, les enfants loups, puisqu'on a pensé que des enfants comme ça avaient pu être élevés par des loups, et on a découvert comme ça des enfants, soi-disant élevés par des loups, et puis voilà, je vais pas, il y en a plusieurs. Disons que les plus connus, c'est Victor de l'Aveyron et c'est les deux sœurs indiennes qui ont été découvertes en 1920 en Inde. Alors, on va surtout parler de Victor de l'Aveyron parce que c'est celui qui a été le mieux étudié, celui qui a fait l'objet de deux mémoires d'un psychiatre qui s'appelle Itard, que vous pouvez lire, que vous pouvez probablement, qui sont absolument passionnants. Alors, Victor de l'Aveyron, lui, était bipède, il courait, il grimpait aux arbres, etc. Mais d'autres enfants sauvages, ou des enfants dits enfants placards par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire des enfants qui ont été élevés en déprivation totale de contact humain dans des placards, ou certains enfants sauvages élevés par des loups, ou soi-disant élevés par des loups, en tout cas découverts très jeunes, vers 3-4 ans, étaient quadrupèdes et le sont restés. Ils n'ont jamais pu acquérir, pour beaucoup d'entre eux, la position bipède.
Si bien que, dit Christine Tardieu, puis d'autres avec elle, il ne suffit pas d'avoir l'équipement génétique pour devenir bipède, il faut aussi oser la bipédie. Et ce que dit Christine Tardieu et d'autres avec elle, c'est que lorsque l'enfant se met debout au début, eh ben, il regarde et il quête l'approbation de ses parents ou de celui qui lui tienne lieu de parent, et c'est ça qui lui permet d'oser la bipédie. S'il n'a pas ça, il ne va pas devenir bipède, et passé un certain âge, peut-être, jamais il ne pourra atteindre la bipédie. Donc, l'acquisition de la bipédie, finalement, c'est une coévolution entre une évolution génétique et une évolution biologique, une évolution sociale. Le fait, c'est une acquisition de la vie en société des humains. Voilà pour la bipédie. Abordons maintenant la question du langage. Nous allons voir langage et communication, pourquoi les singes ne parlent pas, et puis comment le langage et pourquoi le langage, un petit peu comme la bipédie. Alors, langage et communication, c'est pas la même chose. Beaucoup, sinon tous les animaux communiquent entre eux et ils le font de diverses façons. Par exemple, vous savez, on le sait depuis la fin du XIXe siècle, les abeilles communiquent uniquement par les figures que décrivent leur vol. Les oiseaux communiquent par leur chant. Ils peuvent communiquer aussi par leur plumage. Les animaux communiquent par leurs attitudes de soumission ou d'agressivité. Et puis les animaux, beaucoup d'animaux communiquent aussi par des sons. Par exemple, les chimpanzés communiquent par des sons. Alors qu'est-ce que nous disent là-dessus Vercors et Verne? Alors pour en venir à la bipédie, dans les deux cas, dans les deux livres, Vercors et Verne, les deux sont, aussi bien les tropiques que les wagdis sont bipèdes, j'avais oublié de le dire, mais ce qui fait qu'ils ne sont pas très avancés pour savoir comment les classer. Alors, pour le langage, c'est différent. Bon, chez Verne, les êtres qui vivent dans la canopée des arbres, qui sont découverts donc par ces deux explorateurs, ils découvrent cette tribu qui vit dans la canopée des arbres, ils ont construit en fait un plancher à la canopée des arbres et ils se déplacent à pied là-dessus, ils marchent, et quand ils veulent chasser, ils descendent par une échelle, ils ne sont pas du tout arboricoles, donc ils sont bipèdes. Et ils ont un langage aussi, c'est-à-dire un langage élémentaire, mais ils arrivent à se faire comprendre entre eux. Mais c'est pas énorme. Alors, Verne raconte une histoire sur laquelle je vais un peu rebondir. Verne raconte l'histoire d'un Américain qui s'appelait Garner et qui, lui, avait mis des phonographes dans les zoos pour enregistrer les singes, et il était arrivé à la conclusion que les singes parlaient. Mais vraiment, parlaient. Et donc, pour essayer de le prouver, il a eu l'idée d'aller enregistrer des singes sauvages et pas uniquement les singes des zoos. Il est allé en Afrique avec ses phonographes, et puis comme il était dévoré de moustiques, il s'est sauvé, et puis on n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Mais Verne, qui connaît cette histoire, raconte l'histoire, alors cette fois-ci imaginaire, d'un savant allemand qui part dans la brousse pour essayer d'enregistrer les singes. Ce savant allemand se fait kidnapper par les wagdis, et puis il devient un peu une figure tutélaire de la tribu. Mais Verne développe longuement la question de est-ce que les singes parlent, pourquoi ils ne parlent pas, etc., que je vais peut-être un peu vous développer. Alors ensuite, ça a été aussi l'objet de discussions. Alors, il y a des gens qui ont dit, enfin on s'est demandé pourquoi les singes ne parlent pas. Voilà. Alors il y a des gens qui ont dit, ah ben, c'est très simple, les singes ne parlent pas tout simplement parce que leur pharynx n'est pas conformé pour la parole. Alors en fait les singes parlent, c'est-à-dire qu'ils émettent des sons, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle un langage. En termes de langage humain, un langage humain est un langage articulé qui est capable, qui comporte des mots dont l'assemblage forme des phrases et la phrase a une signification supérieure à l'assemblage des mots pris un à un. Et le langage humain, il permet d'exprimer des idées abstraites. Disons qu'on reviendra peut-être là-dessus, mais tout le monde est à peu près d'accord là-dessus.
et déjà du temps de Jules Verne en 1896, Vercors 1950 et encore aujourd'hui, comme Monsieur Simonet. Voilà. Donc, pourquoi les singes ne parlent pas? Il y a des gens que, c'est un peu amusant, ils ont dit ah ben, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un larynx qui est fait pour ça. Effectivement, le larynx des singes est très haut placé et ne permet pas d'émettre des sons complexes, exactement comme le larynx du bébé qui est très haut placé et le bébé n'est pas capable probablement d'émettre des sons complexes. La différence est que lorsque le bébé chimpanzé grandit, son larynx reste haut placé, alors que le larynx du bébé descend, et ce qui laisse un espace, avec en plus les sinus, je vous les montre, voilà, les sinus maxillaires qui servent de caisse de résonance, et puis la langue et la cavité buccale qui permet de faire des sons complexes. Et donc il y a des gens qui ont dit, ben, finalement, les singes, comme ils ne pouvaient pas parler, ils n'arrivaient pas à exprimer leurs pensées, et donc leur pensée ne s'est pas développée. Voilà. Et donc les singes ne parlent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas le larynx qui est fait pour ça. Bien, c'est quand même pas très peu de gens, je pense, qui croient encore à ça. La plupart des gens pensent que le langage est l'expression de la pensée, et donc que s'il y a langage, il faut qu'il y ait pensée. Alors, qui dit pensée dit cerveau, et bien sûr, le cerveau des singes n'est pas semblable au cerveau des hommes, et nous allons un petit peu développer ceci. Donc l'homme parle, il comprend ce qu'on lui dit, et puis il exprime des idées. Au XIXe siècle, il existait un médecin français qui s'appelait Broca, qui avait un patient qui, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, était incapable de parler. Il comprenait ce qu'on lui disait, mais il était incapable de parler, il ne savait dire que tant, 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 c'est tout. Il ne prononçait aucun mot. Quand ce malheureux est mort, Broca l'a autopsié et il a regardé son cerveau, et il a vu qu'une zone, qui s'appelle maintenant l'aire de Broca, qui est une zone de la région temporale, avait été détruite, et il a dit, voilà, c'est l'aire de la parole. Voilà. Et puis, à peu près au même moment, un Allemand qui s'appelait Wernicke avait un patient qui, lui, pouvait parler, mais ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Et cet homme est mort, bien sûr, et bien sûr, il a été autopsié, et Wernicke a découvert que c'était une autre partie du cerveau, qu'on appelle maintenant l'aire de Wernicke, qui avait été détruite, qui expliquait, selon Wernicke, que cet homme pouvait parler mais ne pouvait pas comprendre. Donc on avait la notion qu'il y avait deux aires, l'aire de la compréhension du langage et l'aire de l'émission du langage. Alors c'est bien sûr beaucoup plus compliqué, bien sûr ces deux aires sont reliées entre elles parce que si on ne comprend pas on ne peut pas parler, et bien sûr elles sont liées à bien d'autres structures cérébrales. Mais pour en revenir alors aux singes et surtout en revenir aux ancêtres de l'homme, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le cerveau de l'homme est asymétrique. Je vous ai parlé des aires de Broca et de Wernicke, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas bilatérales, elles sont dans un seul hémisphère, qui est l'hémisphère prédominant, qui est l'hémisphère gauche chez les droitiers, l'hémisphère droit chez les gauchers, bien sûr, il faut que ça soit plus compliqué. En tout cas, ce qui est caractéristique, entre autres des singes et de l'espèce humaine, c'est que le cerveau est asymétrique. Et quand on regarde le cerveau des singes, il est effectivement asymétrique, et on trouve des zones rudimentaires d'aire de Broca, ou qui pourraient être équivalentes de l'aire de Broca et de Wernicke, mais ce qu'on pense, c'est que le câblage ou les relations entre les deux et avec les autres parties du cerveau ne sont pas développées de la même façon que chez l'homme, et que probablement chez l'homme, à un moment donné de l'évolution, probablement chez Sapiens, entre le Sapiens archaïque et le Sapiens plus tardif, des câblages se sont établis qui ont provoqué un saut qualitatif, diraient les marxistes, qui ont fait apparaître la pensée, ou en tout cas l'expression de la pensée par le langage. Alors, on peut aussi se poser la question, quand est-ce que le langage est apparu chez nos ancêtres, c'est-à-dire voilà, Erectus, Néandertal, etc. Alors comment on peut savoir ça? Mais il y a deux façons de savoir ça. Il y a une façon qui repose sur l'examen des fossiles. On peut regarder. Alors, il n'y a pas grand-chose comme crâne fossile d'il y a 1 800 000 d'années. Il n'y en a que quelques-uns, souvent en mauvais état. Enfin voilà, on peut essayer de rechercher à la partie interne du crâne l'empreinte des aires de Broca et de Wernicke. Certains ont cru
les trouver, ou bien chercher dans ces crânes l'empreinte de la symétrie du cerveau. C'est une façon de faire. On a trouvé par exemple que le larynx des Néandertals devait être assez bas, puisqu'on a trouvé un os hyoïde, qui est un os du larynx qui ne disparaît pas. Mais évidemment, les cerveaux ont disparu et on ne les trouvera jamais. Donc c'est quand même très difficile à savoir qui parlait. Une autre façon de voir les choses, qui est radicalement différente, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qui, dans leur mode de vie, que ce soit Erectus, Néandertal, Sapiens, nous fait penser que peut-être ils avaient besoin de la parole. Voilà. Est-ce que, par exemple, donc on sait qu'Erectus était très habile, et habilis avant lui, mais Erectus est très habile à tailler les outils, bien plus habile que nous aujourd'hui, et donc forcément qu'il devait apprendre à ses enfants comment on taillait les outils, comment on faisait un biface, une hache, etc., comment on faisait du feu. Et la question, c'est est-ce qu'il avait besoin de la parole pour ça? On ne sait pas répondre. Peut-être que simplement il leur montrait, et puis ils apprenaient comme ça. Certainement que c'est possible. Et puis, Néandertal. Alors Néandertal, bien sûr, lui aussi faisait des outils, mais Néandertal, il faisait pas que ça. Néandertal enterrait ses morts. Néandertal enterrait ses morts, et donc peut-être qu'il avait le sentiment du métaphysique et de l'au-delà, et peut-être qu'il, quand il enterrait ses morts, il avait des rites où il disait une prière, et peut-être donc qu'il avait un langage. Voilà, c'est aussi une façon d'aborder la question, est-ce que nos ancêtres, les Néandertals et les Erectus, parlaient? Ce ne sera pas facile de répondre, du moins dans l'état actuel des connaissances. Alors on peut aussi, avec l'ADN, savoir des choses, mais c'est très compliqué de récupérer de l'ADN de fossiles. À rigueur, on récupère de l'ADN de Néandertal et de Sapiens, mais au-delà, c'est pratiquement impossible dans l'état actuel des choses. Alors, la bipédie et le langage, alors le langage aussi, ça fait l'objet chez Vercors d'un long développement, avec lors du procès des experts qui disent que certains animaux parlent, d'autres non, mais voilà, tout le monde s'accorde à dire que le langage est le propre de l'homme, en ce sens qu'il est composé de mots qui s'associent pour former des phrases, et si par exemple certains chimpanzés peuvent apprendre jusqu'à 600 ou 900 mots et les mémoriser, aucun d'eux n'est capable de prononcer 2 mots consécutifs, et aucun langage animal ne comporte 2 sons consécutifs, ou 3, plus d'1 en tout cas, qui auraient des significations différentes qu'un seul. Ça, c'est radicalement ce qui différencie radicalement l'homme de l'animal. Et de ce point de vue aussi, il n'y a pas de chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on est soit animal avec un langage rudimentaire, avec quelques sons isolés, un langage qui n'est pas articulé, qui ne forme pas de phrase, soit on est un homme avec, y compris dans les tribus les plus archaïques de l'homme, les moins organisées, un langage articulé avec des mots, des phrases, et des phrases qui signifient plus que les mots qui les composent, et des phrases qui servent à exprimer une pensée, c'est-à-dire des idées abstraites, ce que l'animal n'est pas capable de faire. Voilà. Donc nous avons vu la bipédie et le langage. Est-ce que ça suffit? La bipédie probablement pas, le langage quand même beaucoup plus, mais on peut aussi se poser la question, on doit se poser la question, parce que au fond, si on considère par exemple que les humains ont évolué de façon inégale, on peut considérer que l'utilisation du langage est inégale selon le degré d'évolution de différents groupes ou races humaines, et donc ça serait diviser l'humanité en différentes races, et donc voilà ce que j'ai dit, c'est-à-dire ça justifierait que certains dominent d'autres. Et donc peut-être que cette question du langage, parce que c'est vrai qu'il y avait des peuplades, des tribus qui avaient des langages peut-être moins élaborés, ou du moins en apparence que, on va dire, l'homme blanc européen,
peut-être que cette question, finalement, c'est pas l'examen du langage ou l'examen technique de la Wikipédie qui va y répondre, mais c'est la philosophie. C'est que j'ai intitulé mon chapitre à la fin, c'est la philosophie qui gagne, par analogie à la Coupe du Monde de football, où à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Alors, que nous disent là-dessus Verne et Vercors? Ben, ils nous disent un peu la même chose, d'ailleurs, tous les deux. On va commencer de façon chronologique par Jules Verne, donc on est en 1901. Donc ces explorateurs sont dans cette tribu de Wagdi qui parlent, et ils se demandent donc s'ils sont des hommes. Alors bon, ils parlent, ils marchent debout, et alors en vérité, franchement, ce sont des hommes, hein, parce qu'ils parlent, ils font du feu, ils vivent en tribu, etc. Mais enfin bon, eux, ils se le demandent encore, et ils se posent comme question, est-ce qu'ils ont une morale, par exemple? Et la réponse est oui, ils ont une morale, c'est-à-dire qu'ils observent que si quelqu'un vole quelque chose, il n'est pas puni par la personne qui a été volée, mais la tribu se réunit et fait un procès et punit collectivement le voleur. Donc le fait qu'on punisse le vol, ça veut dire qu'il y a une morale commune et donc qu'ils ont, c'est un aspect philosophique qui fait penser qu'ils ont des caractères humains de ce point de vue. Également, ces Wagdi, lorsqu'ils ont kidnappé ce professeur allemand qui est devenu fou, bien sûr, parce que les savants sont fous souvent chez Jules Verne, ils ont en même temps ramassé une orgue de un orgue de barbarie, et donc ils le font tourner et ils écoutent la Freischütz de Weber, et ils adorent cette musique, ils la font tourner pendant des heures et ils dansent dessus, donc ils ont un sentiment artistique, et ça aussi, c'est considéré comme un critère, en tout cas par la philosophie, comme un critère très, très important d'appartenance à la communauté humaine, comme étant typique de l'homme. Et puis dernière chose que Jules Verne aborde, qui est le sentiment religieux. Alors là, il ne tranche pas complètement, puisque ces Wagdi vont faire une espèce de cérémonie où ils promènent le savant allemand sur un catafalque, et il adore, il se prosterne devant lui, etc., comme devant un dieu, mais bon, c'est pas une idole, c'est quand même un être humain, donc ils savent pas bien s'ils adoreraient aussi bien une idole de bois pour les classer, pour dire qu'ils ont un sentiment religieux. Chez Vercors, c'est finalement la même démarche, mais on est 50 ans plus tard. Mais c'est la même démarche finalement, et la discussion a lieu lors du procès. Et voilà, Vercors dit que ce qui est le propre de l'homme, et c'est ce qui explique le titre du livre, que voilà, les animaux dénaturés. Pourquoi l'homme est considéré comme un animal dénaturé? Eh bien, Vercors, ou par l'intermédiaire de ses protagonistes, explique la chose suivante. L'animal ne fait qu'un avec la nature. S'il voit quelque chose qui l'intéresse, il s'y intéresse, puis quand la chose disparaît, elle ne disparaît plus. Il ne fait qu'un avec la nature. L'homme, lui, fait deux avec la nature. Il est extérieur à la nature. C'est dans ce sens que Vercors dit que l'homme est dénaturé. Il s'est séparé de la nature. S'étant séparé de la nature, cela a créé en lui un sentiment d'angoisse métaphysique. Il se voit seul, nu, complètement au milieu de cette nature plus ou moins hostile. Et donc, il se voit, ça l'amène à inventer des mythes, des religions, des dieux, et à avoir des conduites rituelles, à créer des gris-gris, par exemple. Et lors du procès, pour savoir si les tropis sont des hommes ou pas, on se demande est-ce qu'ils ont de gris-gris. Alors eux, ils n'en ont pas. Par contre, les Wagdi, eux, ils en ont, puisqu'ils ont autour du cou une petite médaille à l'effigie du docteur Johassen. Je vais peut-être vous citer une citation, quand même, si je la trouve.
D'abord une citation d'Itard. Alors, pour en revenir au langage, il s'est passé avec le langage la même chose qu'avec la bipédie, c'est-à-dire qu'on s'est demandé ce qui se passait, si c'était une acquisition sociale ou si c'était inné. Voilà, alors probablement que c'est inné, puisqu'on a, le cerveau avec les aires de Broca et de Wernicke, on a le câblage. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière, mais on s'est demandé qu'est-ce qui se passait si un enfant n'était pas élevé dans la société humaine, et pour ça, on a regardé, on s'est intéressé de nouveau aux enfants sauvages, et encore une fois, le mieux étudié de ce point de vue est Victor de l'Aveyron, qui a fait l'objet du film de Truffaut qui s'appelle L'enfant sauvage, et qui avait fait l'objet d'études très prolongées d'Itard, qui était médecin et psychiatre. Pour dire les choses, bon, Itard, pendant des années, Victor de l'Aveyron marchait, mais il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il comprenait un peu le langage, mais il ne parlait pas. Et jusqu'à sa mort, il est mort vers 40 ans, il n'a jamais appris à parler, et Itard n'a jamais réussi à lui apprendre à parler. Il lui a pourtant appris à lire et à écrire quelques mots simples, mais jamais à parler. Et donc, ceci a été observé chez d'autres enfants sauvages, comme les deux petites filles qui avaient été découvertes en Inde, soi-disant élevées par des loups. Et donc, pour en revenir à la pensée aussi, et à l'homme et au langage, on est arrivé à l'idée que le langage se développe aussi chez l'homme. Comme la bipédie, l'homme doit oser le langage et l'homme doit converser. Et c'est ça qui a permis de développer le langage et la pensée. Pour en revenir donc aux définitions de l'humain et la définition philosophique de l'humain, aussi bien Jules Verne que Vercors et que les penseurs d'aujourd'hui s'accordent à dire que ce qui caractérise l'homme et qui le différencie fondamentalement de l'animal, c'est le sentiment métaphysique. C'est-à-dire l'idée qu'il ne fait pas entièrement partie de ce que Vercors dit autrement en disant qu'il est dénaturé, qu'il ne fait pas entièrement partie de la nature, et ce qui chez lui entraîne une angoisse. L'angoisse métaphysique, on en a beaucoup parlé dans les années 60 en particulier. Alors cette angoisse métaphysique, elle aboutit à la création de religions, de mythes, et elle aboutit à l'activité artistique aussi, puisque on voit, en général, en même temps que les premiers signes de croyances religieuses ou de quelle qu'elle soit, on voit apparaître l'activité artistique. Alors, pour ce qui est de Sapiens, il semble que l'activité artistique remonte à environ 45 000 ans, alors que Sapiens existe depuis 150 000 ans. Mais il y avait des Sapiens archaïques, et puis Sapiens a évolué. Donc cette activité artistique, on en voit des traces, alors soit des petits cailloux gravés, des choses comme ça, très anciens, peut-être 50 000 ans, mais c'est surtout les grottes comme Chauvet et la grotte non mais que tout le monde, Lascaux, voilà, où ce qui a été fréquenté il y a 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 ans, je crois, pour la grotte Chauvet, le sentiment artistique qui est... Et donc, ce que disent tous les experts, c'est que ce sentiment métaphysique différencie radicalement l'homme de l'animal, c'est-à-dire que lors du procès, un expert dit il n'y a pas un homme, le plus primitif soit-il, à l'époque on pensait qu'il y avait des hommes primitifs, qui n'ait pas le sentiment métaphysique, et à l'inverse, il n'y a pas un animal, le plus évolué soit-il, qui ait le sentiment métaphysique. Voilà, donc il y a ce sentiment métaphysique qui est apparu chez l'homme et chez Sapiens. Ce sentiment métaphysique, cette création de mythes, on peut aussi considérer que c'est ça la révolution cognitive. Et cette révolution cognitive est un tournant essentiel dans l'évolution de l'humanité et dans l'évolution de Sapiens, c'est-à-dire de nous, puisque nous continuons à évoluer. Voilà.
Je m'explique. Il a fallu attendre des millions d'années pour passer de l'Australopithèque à Erectus, des millions d'années pour passer d'Erectus à Néandertal, des centaines de millions d'années de passer de Néandertal à Sapiens. Pourquoi? Parce que cette évolution se faisait effectivement par sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y avait des mutations génétiques qui survenaient par hasard, et ces mutations génétiques, la nature les sélectionnait ou pas, selon qu'elles représentaient ou pas un avantage pour la survie, pour la domination, pour l'utilisation des ressources, pour l'occupation du territoire. Et donc, comme ça se faisait au coup par coup, alors bon, les mutations génétiques sont quand même pas très fréquentes, et puis il y en a beaucoup qui aboutissent à rien du tout, donc il fallait qu'à chaque fois ça soit la bonne, enfin voilà, ça mettait très très longtemps. Bon, ça a quand même abouti à Sapiens, sauf que là, depuis quelques dizaines de milliers d'années, avec la révolution cognitive, l'apparition de l'intelligence, de la pensée, du langage, ça a beaucoup changé les choses. Pourquoi? Parce que, alors ça je cite Harari, je cite de tête, hein, malheureusement je ne peux pas vous lire les citations que j'avais préparées. C'est un ouvrage qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité, un ouvrage que certainement beaucoup d'entre vous ont lu et qui a eu un très grand succès, très mérité, très agréable à lire et très intelligent. Alors, ce que dit Harari, c'est un petit peu sa théorie à lui, mais ça s'appuie quand même bien sûr sur des travaux, c'est pas un fantaisiste, hein, cet homme. Il dit donc qu'il y a une révolution, enfin il n'est pas le seul à dire qu'il y a une révolution cognitive, et alors ce qu'il dit lui, qui est un peu particulier, c'est que ce qui est particulier dans le langage de l'homme, c'est que bon, le langage du singe, c'est pour dire à un autre singe, attention, il y a un lion en bas, et donc ne descends pas de l'arbre. Voilà. Tandis que l'homme, il va dire ça aussi, mais il va dire oui, mais le lion, c'est la figure tutélaire de notre tribu. C'est-à-dire qu'il va faire de la métaphysique. L'homme va créer des mythes. Avec sa pensée, il va créer des mythes, peut-être aussi parce il est dénaturé, il est séparé de la nature, il est angoissé, il a son angoisse métaphysique. Voilà. Non seulement, alors l'homme crée des mythes, et ce que dit Harari, c'est que la fonction principale de langage, c'est assez amusant, c'est pas tellement de faire des choses très, très intelligentes, il dit finalement, regardez les grands savants dans les congrès, quand ils parlent de quoi ils parlent, du temps qu'il fait, de ce qu'ils ont mangé à midi, etc. Et il dit que finalement, ce qui est la caractéristique de Sapiens, c'est que c'est un fiefé bavard. C'est le bavardage, et donc ce qui a changé les choses, ce qui a fait la révolution cognitive, c'est qu'au lieu de décrire simplement il y a un lion, attention, descends pas de l'arbre, etc., on s'est mis à bavarder, et surtout on s'est intéressé les uns aux autres. Et au lieu de s'intéresser simplement à ce qui se passe au dehors de nous, on s'est intéressé à ce qui aime qui couche avec qui triche, qui est voleur, qui est honnête. Et c'est à partir de là que s'est constituée la société humaine. Ce que dit aussi Harari, de façon relativement originale, c'est que l'homme, c'est... La caractéristique de l'homme, c'est qu'il croit à des choses qui n'existent pas. Alors, bien sûr, sans vouloir vexer personne, il croit à des mythes religieux. Alors, chacun croit ou ne croit pas aux mythes religieux, c'est comme l'efficacité de la chloroquine, mais c'est pas quelque chose qui peut se prouver. Voilà. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, il n'y a pas non plus de preuve que Dieu n'existe pas. Donc on y croit ou on n'y croit pas. Mais au-delà, il dit l'homme y croit à des choses, par exemple, il croit aux sociétés anonymes, il croit à la monnaie, il croit aux États. Et c'est ça ces croyances communes qui ont permis de rassembler des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers d'individus, et de former d'abord des tribus, puis des États, puis des empires. Et il pense que c'est pour ça d'ailleurs que Sapiens a éliminé Néandertal, que Néandertal n'avait pas cette capacité de former des grandes tribus et éventuellement des grands États. Et ceci, bien sûr, s'est accentué, s'est accompagné de la sédentarisation et de l'apparition de l'agriculture. Tout ça va de pair. Mais ce que dit Harari, c'est ça qui est amusant et excitant intellectuellement,
c'est qu'au fond, la nation, les sociétés par action, la monnaie, tout ça, ce sont des mythes qui n'existent que parce que les hommes y croient ou font semblant d'y croire. Les jours où les hommes n'y croiront plus, ça s'effondrera. Voilà, c'est une autre façon philosophique de voir les caractéristiques. Alors, nous avons donc défini l'homme du point de vue philosophique, et de ce point de vue, il semble qu'il n'y ait pas de différence entre toutes les populations humaines. Alors, on sait aujourd'hui, il y avait deux théories en réalité. Il y avait des théories que Erectus, par exemple, ou Néandertal étaient sortis d'Afrique, qu'il avait colonisé le reste du monde, et puis qu'ensuite, par exemple, Erectus avait donné le Pithecanthrope de Java, et l'hypothèse était peut-être que Erectus avait essaimé dans diverses parties du monde, et ensuite, localement, chaque Erectus aurait évolué vers Néandertal ou l'équivalent, Denisova ou quoi, et puis Sapiens. Et donc, il y aurait en fait que tous les Sapiens n'auraient pas la même origine. Alors, bon, toutes sortes d'arguments que je ne vais pas développer, que je ne connais pas bien d'ailleurs, montrent que tous les sapiens sur la Terre sont issus on va dire quelque part, du même sapiens. Et tous les hommes sont issus exactement de la même lignée. Alors, je voudrais quand même revenir à Darwin et à ce qu'on a appelé le darwinisme social. Darwin donc a décrit la sélection naturelle, et à sa suite, il y a des gens comme Spencer aux États-Unis et Haeckel en Allemagne, Spencer à la fin du XIXe siècle, Haeckel au début du XXe siècle, qui ont développé ce qu'ils ont appelé, eux, le darwinisme social. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué les lois de la sélection naturelle à la communauté humaine. Et ils ont considéré que la civilisation humaine était elle aussi soumise à la sélection naturelle, et qu'il y avait effectivement, ça on l'observe, et on observe dans toute société humaine, des gens qui dominent, des gens qui sont riches, des gens qui sont dominés, des gens qui sont pauvres, avec pas toujours facilité à passer d'une classe à une autre. Disons une société organisée en classes et en hiérarchie. Et ils ont dit finalement, bah écoutez, non, c'est pas du tout quelque chose de scandaleux, c'est simplement parce que les gens riches et puissants sont plus intelligents, plus doués pour la domination que les gens pauvres et qui sont en bas de l'échelle sociale, et donc il faut surtout pas prendre des mesures qui visent à améliorer le sort des gens les plus pauvres. Ça serait aller à l'encontre de l'évolution, et ça serait aboutir à une catastrophe, un affaiblissement de l'espèce humaine. Ça a été repris. Alors, ça continue à être bien sûr enseigné. Il y a des gens qui. On parle couramment du darwinisme social, et quelqu'un comme Haeckel, lui aussi, préconisait ça, et il a fortement inspiré les nazis qui ont décidé finalement d'exterminer non seulement ce qu'ils considéraient être comme des sous-races, comme les juifs ou les tziganes, mais aussi les handicapés mentaux, les gens qui avaient des troubles mentaux. Voilà, ça aboutit à ça. Et donc Darwin a été pendant très longtemps, il avait cette espèce de tache sur le front. Quand on pensait Darwin, on pensait sélection naturelle, darwinisme social. Et puis est venu quelqu'un qui s'appelle Patrick Thor, qui est un éminent darwinien et qui a étudié un autre ouvrage de Darwin, et qui a montré que Darwin n'avait absolument pas dit ce que les tenants du prétendu darwinisme social lui attribuent. Cet ouvrage de Darwin s'appelle The Descent of Man, en anglais. Il a été publié en 1871 ou 1872, peu avant la mort de Darwin. Il a été traduit par la descendance de l'homme, il faudrait le traduire en fait par l'ascendance de l'homme, ou plutôt par la filiation de l'homme. Dans cet ouvrage, Darwin fait ce qu'il n'avait pas osé faire en 1859, c'est-à-dire appliquer la théorie de l'évolution à l'homme. Et donc dans cet ouvrage, il montre effectivement qu'il y a une évolution entre l'animal et l'homme. Alors lui pense peut-être qu'effectivement que
que l'homme descend du singe à l'époque, mais bon, après on a su que c'était pas vrai, mais c'était les connaissances de son époque. Il montre qu'il y a une filiation entre l'animal et l'homme, mais il dit quelque chose de fondamentalement important que Patrick Thor souligne, et je me réfère à ses travaux que vous pouvez lire par exemple. Patrick Thor, il a écrit beaucoup de choses, mais vous avez un petit livre dans la collection Que sais-je, le darwinisme, où il exprime ceci de façon très, très claire et relativement condensée. Ce que dit Darwin, c'est que la sélection naturelle a sélectionné l'organisation de l'homme en société, l'organisation sociale de l'homme. Et que donc, à partir du moment où l'homme vit en grande société, comme le montre Harari, a des croyances communes, ce qui fait la force et la cohésion de cette société, ce qui fait son évolution, ce qui fait le ciment de cette société, ça n'est plus la lutte entre les plus forts et les plus faibles, la domination des plus forts que les plus faibles, mais ce sont au contraire les valeurs d'entraide, d'empathie, de sympathie et l'éducation. Donc, la sélection naturelle a sélectionné Sapiens, a sélectionné un comportement de Sapiens qui le fait vivre en société, et à ce moment-là, la révolution cognitive est devenue, à la place de l'évolution génétique, est devenue le principal moteur de l'évolution. C'est là une idée fondamentale, c'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre des changements génétiques pour que nous évoluions, et donc ça prenait des centaines et des milliers d'années. Aujourd'hui, avec la révolution cognitive et l'évolution en société, ce qui nous fait évoluer, ce sont nos connaissances, l'éducation, les sentiments que nous avons les uns pour les autres, et donc la société évolue évidemment beaucoup plus vite. Et en tout cas, et avec lui Patrick Thor, c'est que ce qui fait la force d'une société, ce qui fait sa cohésion, c'est ça. C'est l'empathie entre les membres, la protection des plus faibles, et finalement les sociétés, l'histoire a montré que les sociétés qui avaient rejeté ces valeurs, et en particulier le nazisme, a abouti à des catastrophes, alors pour le reste de l'humanité, pour leurs victimes bien sûr malheureusement, mais pour eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que l'Allemagne qui a adhéré malheureusement en 1933 au nazisme et qui s'est engagée là-dedans, en 1945 s'est trouvée complètement détruite et réduite, amputée d'un tiers de son territoire, etc. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'était finalement l'enseignement de Nuremberg. Mais, et après Nuremberg, pendant très longtemps, personne n'a osé remettre en cause le fait qu'il y avait une seule humanité, que nous étions tous égaux, tous frères, on va dire. Voilà. Mais il semble que depuis quelques dizaines d'années, aux États-Unis et ailleurs, se fassent jour des théories de nouveau racisme, des théories suprémacistes, bien sûr, blanches, auxquelles répondent parfois des théories anticolonialisme, qui fait que on est en train de peut-être de revenir en arrière par rapport à Nuremberg, et voilà, si on oublie l'histoire, on est condamné à la revivre. C'est un peu le message que je voudrais dire, et c'est aussi pour ça ce que je voulais dire dans cette conférence, c'est-à-dire qu'il faut tirer les enseignements de l'évolution de la pensée. Et de ce point de vue, vous voyez, les protagonistes de Jules Verne, ils sont en présence d'hommes qui sont finalement des sapiens, quand on regarde bien tous les critères, et ils se posent la question si ce sont des hommes ou pas. Parce qu'à l'époque, on pense qu'il y a des hommes comme ci, des hommes comme ça, des hommes plus évolués selon l'angle facial, etc. Alors que Vercors, 50 ans plus tard, ne se pose plus la question. Même les tropiques, qui sont beaucoup moins humains que les Wagdi, sont finalement intégrés dans la société humaine par le seul fait que, disons peut-être des sentiments métaphysiques. Et donc, énorme progrès entre 1900 et 1950, et il ne faudrait pas que nous revenions en arrière. Voilà, c'est un peu pour ça que aussi que là-dessus que je voudrais conclure cette conférence. Il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé et combattre les gens qui voudraient nous ramener en arrière.
Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions qui apparaîtront en principe sur le chat à côté, sur mon écran, j'essaierai de répondre. Donc, j'attends que, éventuellement, vous me posiez des questions par chat. En attendant, on peut continuer à bavarder si vous voulez. Alors malheureusement, je ne peux pas vous entendre. Je vais parler tout seul. Mais j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Sur le langage, peut-être. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai dit très clairement. Le langage, comme la bipédie, est l'objet d'une coévolution, hein, puisque les enfants sauvages, pour la plupart, ou les enfants loups, ou les enfants placards, n'ont jamais appris à parler, hein. Je l'ai dit, hein, Victor de l'Aveyron n'a jamais appris à parler. Voilà. Après, la question des enfants sauvages est un peu plus compliquée parce qu'on se demande si Victor de l'Aveyron était un enfant sauvage ou n'était pas un enfant maltraité. Et si ces enfants, soi-disant élevés par des loups, n'avaient pas été abandonnés par leurs parents parce que, par exemple, ils étaient autistes. Et d'ailleurs, ça a été dans les années 60. Il y a eu une grande théorie comme quoi finalement Victor de l'Aveyron était autiste. Voilà, donc j'attends vos questions s'il y en a, à moins que je ne sache pas le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore là-dessus? J'avais préparé plein d'illustrations. Voilà, par exemple, des choses auxquelles on ne croit pas. J'avais mis le drapeau des pays, j'avais mis... Et puis sur le darwinisme social, j'avais mis une photo de Trump, par exemple. Mais bon, chacun peut imaginer. Et puis, si un jour je peux mettre, j'avais préparé un diaporama, que peut-être un jour vous verrez. Après, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter cette conférence, mais on va se donner un petit peu. Alors, voyons, je vois un truc là qui est discussion instantanée, mais c'est en bas, oui. Je pense que c'est... Bon, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, écoutez, je vais peut-être appeler Eric Lowen, parce que peut-être je ne sais pas regarder le chat. On innove, hein.
Oui, alors il y a pas de chat, il n'y a pas de questions de chat ou je ne sais pas les regarder? Ah, d'accord, attends, je vais le faire, oui, je vais le faire. Alors, voilà, a été très critiqué depuis les années 60. Oui, oh, d'accord, d'accord. Descend, oui, effectivement. Voilà, voilà. Alors, plus la société. Alors, bon, je réponds au fur et à mesure. Je vais répondre au fur et à mesure, d'accord, je coupe. Hein. Alors, oui, effectivement, bon, j'ai pas su voir. Un certain Thomas Néret, que je connais bien, me dit plus la société est grande et plus elle est évoluée. Pas forcément, non. Mais disons que l'évolution s'est accompagnée. Alors d'abord, la définition d'évoluer, c'est difficile, c'est une notion relative, hein, mais effectivement, quand même, plus une société évolue, en général, plus elle grandit, plus il y a d'interconnexions entre les êtres et peut-être effectivement plus elle évolue ou plus elle est évoluée. Mais ça ne peut pas être le seul critère de société évoluée. Qu'est-ce que je pense de la notion de troubles neurodéveloppementaux dans la pensée neuroscientifique au sujet des enfants qui ont des difficultés de langage oral et écrit et autres? Alors, c'est une question que je vous remercie vraiment de m'avoir posée parce que il se trouve que depuis 3 mois, je travaille dans une maison d'accueil spécialisée pour polyhandicapés lourds. Beaucoup de ces adultes, qui ne sont pas des enfants, mais qui sont des adultes, mais qui ont été des enfants, n'ont pas acquis le langage oral. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Certains sont sourds, certains sont aveugles, mais même ceux qui sont ni sourds ni aveugles n'ont pas acquis ni la compréhension du langage oral, ni la possibilité de s'exprimer. Ils ont diverses pathologies neurologiques ou ont eu des accidents neurologiques à la naissance. Et je me disais en les voyant, parce que j'étais en train de préparer cette conférence, que ce sont comme... Est-ce qu'on les classe quand même parmi les hommes? Ben oui. Pourquoi? Alors d'abord parce que, à mon sens, même ceux qui, on va dire, qui ont les handicaps les plus lourds, quand on reste près d'eux longtemps, ils ont un sentiment, ils ont une pensée, ils ont une âme, un sentiment métaphysique. On le voit, qu'ils expriment de toutes sortes de façons et que les gens qui sont à leur contact permanent le voient très très bien et interprètent très bien. Mais c'est pour ça que je dis que, au fond, c'est la philosophie à la fin qui gagne. Parce que, au fond, on pourrait dire, eh bien, ces êtres handicapés n'ont pas le langage oral, ils sont d'ailleurs pas bipèdes, la plupart, enfin beaucoup euh, sont dans un lit, peuvent pas bouger. Mais il n'y a aucun doute que ce sont des êtres humains. Parce que, pour les raisons que j'ai dites, aussi parce que dans la société où nous sommes, telle qu'elle s'est développée, sur les critères qui s'est développés et sur les critères de sélection qui se sont développés, on les considère comme faisant partie de l'humanité. Voilà. J'espère que cette question vous satisfait, mais comme je ne peux pas entendre votre réponse, je vais aller à la suivante. Comment faire pour combattre ces positions de régression? Ben, écoutez, peut-être relire un livre comme le livre de Vercors, qui est quand même un livre qui est tout à fait d'actualité, très plaisant à lire, pas très long, il doit faire 250 pages, très abordable, même pour mes petits-enfants. Euh, et puis, euh, et puis voilà, il faut combattre. C'est-à-dire, je pense, d'une manière générale, comme toutes ces idées qui ont l'air absurdes, ce qui s'est passé, c'est idéologiquement, on s'est désarmé après les années 60. C'est-à-dire qu'on a considéré que plus jamais personne, après tout ce qui s'était passé avec, pendant la guerre, Nuremberg, la Shoah, tout ça, plus personne n'oserait être ouvertement raciste. Eh bien oui, si, c'est possible. Et donc on a dit oui, non, mais c'est des fous, c'est n'importe quoi, etc. On les a pas combattus. On dit c'est scandaleux de dire ça. Voilà. Mais non, il faut combattre, il faut argumenter, il faut expliquer pourquoi il y a une seule espèce humaine. Il faut expliquer
ce que c'est que la pensée, ce que c'est que le langage, ce que c'est que la société. Et donc il faut combattre idéologiquement et pas dire, balayer d'un revers de main en disant mais c'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux de dire ça, mais ça gagne des esprits, toutes sortes d'esprits, pas forcément. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Merci pour celui qui m'a dit c'était très clair. Pas de questions, pas de questions. Qu'est-ce qui peut bien faire et l'homme que les hommes ne sont pas d'accord sur le fait que l'humanité sera faite d'humains tous de même valeur? Ben, j'ai un peu répondu à la question. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Eh ben, ce qu'il peut bien faire, c'est l'esprit de domination. Euh, ce qui s'est passé, c'est que les sociétés se sont développées de façon différente selon les continents. Et on va dire que la société s'est développée. On peut pas dire qu'elle soit plus développée, elle s'est développée plus dans certaines directions, direction de l'industrie, etc., mettons en Europe et aux États-Unis, en Amérique. Et, et à partir de là, ils ont tiré la conclusion qu'ils étaient supérieurs à d'autres. Et donc, ils ont cherché des critères. Par exemple, il y avait un critère que tout le monde admettait dans les années 1870, qui était l'angle facial. Voilà. On expliquait euh, que le blanc avait un angle facial à 90 degrés par rapport à l'horizontale, alors que l'Africain avait un angle facial de 70 degrés seulement, le singe 60, etc. Et puis après, les nazis ont expliqué, et puis Vichy aussi apprenait à reconnaître un juif, par exemple, il a l'œil comme ci, il a lèvres comme ça. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qui a fait, ben, comment le dirais-je, la connerie humaine qui est quand même quelque chose d'immense et qui finira jamais. Hein. Et les instincts de domination, on va dire. Alors j'ai dit que la sélection naturelle avait sélectionné notre vie en communiqué, donc l'éducation, l'empathie, la sympathie, la bienveillance et la protection des plus faibles. Mais elle a sélectionné ça, mais pas chez tout le monde, on va dire. Peut-être la solidarité dans son ensemble actuellement, et encore c'est quelque chose qu'il faut défendre. Mais bon, c'est vrai que même Trump, il a du mal à dire bon, on va laisser mourir les pauvres de maladie, c'est pas la peine qu'ils aient de couverture sociale. Peut-être qu'il le pense, hein, mais il a quand même du mal à le dire. Donc voilà, on a quand même avancé là-dessus. Alors, oui, alors malheureusement, j'ai pas lu Primo Levi. J'ai le livre chez moi, j'ai jamais réussi à le lire. Je vais m'y mettre. Et oui, alors quelqu'un parle de Patrick Thor, oui, oui, il a créé la Société internationale darwinienne, quelque chose comme ça, avec des congrès qui se font, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, et c'est quelqu'un de très bien à tout point de vue. Oui, Darwin était anti-esclavagiste et contre le racisme. Alors Jules Verne, c'est plus compliqué. Jules Verne était violemment anti-esclavagiste, il était républicain, mais c'était un républicain plutôt conservateur. Alors, on va dire qu'il avait les idées racistes de son temps, quoi. Mais quand même, par exemple, dans le village aérien, il dit, alors j'ai pas pu tout vous citer parce que j'avais pas les textes sous les yeux, je ne pouvais pas tout connaître de tête, mais enfin, je vous cite de tête. Et il dit, alors lui, il pense qu'il y a des sociétés humaines plus ou moins développées que d'autres. Mais enfin, il dit que quand même, l'humain le moins développé est quand même qualitativement différent de l'animal le plus développé. Il dit, par exemple, le Polynésien le plus arriéré, bon, il donne cet exemple, hein. S'il y a des Polynésiens qui m'écoutent, je suis désolé. Il dit le Polynésien le plus arriéré est quand même est un homme et il est radicalement différent de l'animal le plus évolué. Alors Jules Verne, il dit ça à propos du langage et aussi en raison du sentiment religieux ou métaphysique de l'homme par rapport à l'animal. Il s'appuie lui aussi là-dessus. Alors, Néandertal avait-il des sépultures avant Sapiens? Il me semble que oui, mais je voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si un Néandertal a enterré ses morts. Et parce que c'est vrai qu'on dit qu'on trouve des sépultures de Néandertal, mais c'est peut-être des squelettes de Néandertal qui étaient là comme ça. J'ai pas l'impression qu'on trouve des sépultures comme des sépultures de Sapiens, c'est-à-dire où on met autour d'eux des bijoux,
ou éventuellement qu'on enterre son chien préféré avec lui, etc. Euh, oui, alors effectivement, le problème, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au fur et à mesure des découvertes, les connaissances évoluent, et plus ça va, plus on recule l'âge, par exemple, de la pensée, de Sapiens, etc. On disait que les premiers signes de pensée artistique remontaient à 45 000 ans. Enfin, on peut dire qu'il y a 45 000 ans, on trouve ça partout, mais effectivement, on me dit qu'il y a des traces de pensée symbolique à moins de 160 000 ans en Afrique du Sud, voilà, dans la grotte de Blombo, utilisation d'ocre, etc. Donc, on n'a pas fini de faire des découvertes et de faire l'homme finalement de plus en plus. Alors, il y a un commentaire qui dit que le livre de Lucien Malson a été très, très critiqué. Je l'ai un petit peu dit. Alors, on peut développer effectivement, si vous voulez, on peut le développer. Comme par hasard, il n'y a plus d'enfants sauvages depuis les années 1950, hein, depuis que. Voilà. Et donc, les histoires d'enfants sauvages. Alors, l'histoire de Victor de l'Aveyron, on a dit soit qu'il était autiste. Il avait quand même une cicatrice sur le cou qui fait. Mais bon, semble-t-il, ça n'avait pas touché les cordes vocales, elle n'était pas profonde, dit le docteur Itard. Mais peut-être que c'était un enfant autiste qui a été abandonné par sa famille. En tout cas, il avait été aperçu vers l'âge de 8-10 ans, et puis après on l'a retrouvé finalement vers l'âge de 11-12 ans. Mais il était bipède, et il est possible que c'était un enfant autiste qui a été abandonné par sa famille, mais abandonné à un âge pas si jeune que ça, 5-6 ans. Pour les deux filles qui avaient été trouvées soi-disant dans des tanières de loups en Inde, euh, il semble que ce soit une imposture. Elles avaient été recueillies dans un orphelinat. Cet orphelinat était tenu par le révérend Singh qui avait besoin d'argent. Et il semble, il y a des témoignages qui disent qu'en fait il avait pris ces deux malheureuses filles et il les obligeait à marcher à quatre pattes, il les frappait, etc. Voilà, ces malheureuses filles sont mortes. Voilà, donc ces théories de l'enfant sauvage, franchement, effectivement, on a beaucoup, surtout les enfants élevés par des loups, il ne faut pas trop y croire. Par contre, alors, il n'y a pas l'enfant sauvage, mais il y a autre chose qui est quand même réel, qui sont les enfants, et qui permet peut-être de répondre à la question de la même façon, qui sont les enfants en déprivation sociale. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de dire, j'ai essayé d'exposer, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais à la suite d'autres, c'est qu'il y avait, pour que l'homme devienne bipède, comme l'a montré Catherine Tardieu, ou pour que l'homme parle, il fallait qu'il ose la bipédie, qu'il soit encouragé par ses semblables, et que on vive en société pour utiliser le langage, et peut-être ça a aidé aussi d'ailleurs à développer la pensée. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que on peut appliquer ça à, à des enfants qui ont été, qu'on appelait les enfants placards, qui ont été élevés pendant longtemps en situation totale de déprivation de contact humain et de déprivation sensorielle, et qui donc n'arrivent pas ou ont beaucoup de mal à développer, à développer le langage, à développer une relation humaine. Et pour en revenir aux handicapés dont je m'occupe, eux par contre, grâce à l'évolution de nos sociétés et la sélection de la bienveillance plutôt que l'élimination des plus faibles, ces handicapés sont parfois abandonnés par leurs parents, mais c'est plutôt rare. Ils sont en général extrêmement choyés par leurs parents, extrêmement choyés par le personnel qui s'occupe d'eux. Et donc, ils ont développé indiscutablement, même moi, ça fait juste 3 mois que je suis dans ce milieu, ils ont développé indiscutablement des moyens d'expression de leurs sentiments, des moyens d'expression de leurs sentiments, des façons d'exprimer que ce sont des humains exactement comme nous. Alors, les langages animaux n'ont pas été décodés à ce jour. Oui et non, il y a des gens qui ont décodé le langage des oiseaux, qui ont montré certains oiseaux que certaines séquences voulaient dire ceci, d'autres séquences voulaient dire cela, que certains cris de singe voulaient dire ceci, certains cris de singe voulaient dire cela. Mais pour en revenir aux langues, donc ils ont été, on ne peut pas dire les animaux ne parlent pas tout simplement parce qu'on n'a pas décodé. On n'a jamais d'écrit d'animal qui aligne deux mots de préférence, et on n'a jamais d'écrit d'animal qui forme une phrase avec une phrase
dont l'assemblage des mots signifie autre chose que ce que signifie chaque mot en lui-même, si je me fais bien comprendre. C'est ça la définition du langage. Et c'est ça qui différencie le langage de la communication. Les animaux communiquent entre eux, éventuellement par des sons, mais ils n'ont pas cette caractéristique du langage humain. Et je répète, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Simonet qui le dit, il n'y a pas de chaînon manquant du point de vue du langage entre l'animal et l'homme. C'est-à-dire que l'homme a un langage articulé, il fait des phrases, il y a de la pensée et de la pensée abstraite. L'animal émet des sons, et ces sons sont en rapport avec des situations concrètes et réelles et n'expriment pas des idées abstraites. Donc je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas décodé le langage animal. En tout cas, ce n'est pas un argument suffisant pour dire que peut-être l'animal parle, mais qu'on ne sait pas l'entendre. Alors j'avais aussi une diapositive très drôle là-dessus, mais voilà, malheureusement, oui, alors les choses drôles, oui, le patient aphasique de Broca s'appelait Le Borgne, bon, ben voilà. Donc il y a des tombes de Néandertal, donc je pense que c'est Eric Owen qui sait tout, qui me dit qu'il enterrait ses morts, et donc peut-être qu'il récitait les prières et qu'il parlait. Voilà. Alors quelqu'un me cite l'île du docteur Moreau. Alors l'île du docteur Moreau, il se trouve que je l'ai lu, c'est quand même un peu particulier, c'est-à-dire que c'est bizarre, puisque bien sûr c'est encore un médecin fou, comme sont beaucoup dans la tradition, sont les médecins, on va dire. Et lui, alors, il prend des cochons, des chiens, tout ça, il les opère et il en fait des hommes par l'opération, et du coup, ils deviennent des hommes. Enfin, je me souviens de lui, du docteur Moreau. Hein. Euh, mais bon, c'est quand même très, très, très bizarre. Alors, quelqu'un me. Oui, qu'est-ce que l'astragale? C'est un os du pied sur lequel repose finalement tout notre squelette. Hein. Il fait partie des os de l'arrière-pied. Hein. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer d'image. Voilà, alors ce que je vous ai dit, c'est vrai, sur l'évolution entre Lucie, Erectus, etc., c'est constamment remis en cause, et en particulier la théorie de la bipédie. Enfin, voilà, il y a eu, voilà, au Tchad, on a découvert un squelette d'un adolescent, je crois que c'est un adolescent qui s'appelait Thomas, qui remet en cause. Voilà, donc les choses évoluent. Je pense quand même que de tout ce que j'ai dit, on peut garder qui s'est quand même bien passé. Il y a eu quand même déjà une bifurcation il y a 8 ou 9 millions d'années entre la branche des singes et la branche des hominidés ou des homininés ou des préhumains, je sais pas comment on peut les appeler, et que donc l'homme ne descend pas du singe. Je pense que tout le monde, on continue à penser, les découvertes récentes n'ont pas infirmé l'idée que les espèces préhumaines ont été buissonnantes. Après, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Pourquoi certaines espèces se sont éteintes et pas d'autres. Enfin, la plupart se sont éteintes. Et c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans ma conférence, mais qui était une idée très importante que je voulais dire. C'est peu probable que ça arrive, parce que probablement qu'on connaît tous les recoins de la Terre, ne serait-ce qu'avec les satellites. Mais qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on tombait sur une tribu d'Erectus ou d'Habilis? On tombe sur une tribu d'Erectus, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait des êtres humains? Est-ce qu'on les intègre dans l'humanité, qu'on leur donne les mêmes droits que ce qu'on appelle les droits de l'homme, tels que définis par l'ONU par exemple? Ou est-ce que par exemple, on se croit autorisé à les mettre en esclavage? C'est une question. Et c'est aussi pour ça que j'ai abordé la question qu'est-ce que l'homme par le biais de ces deux livres. Parce que cette question du chaînon manquant, aussi bien Verne que Vercors ont eu l'idée d'y confronter les sociétés humaines actuelles. Voilà, c'est-à-dire les protagonistes de Verne et ceux de Vercors, ils sont confrontés à quelque chose comme l'Homo erectus et ils se disent est-ce que c'est des hommes? Verne ne conclut pas. Et Vercors conclut oui, ce sont des hommes. Donc c'est plutôt rassurant sur ce qui s'est passé pendant 50 ans. Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention à ne pas revenir en arrière. Voilà, donc quelqu'un me dit que Mendel a publié en 1866, mais c'est passé totalement inaperçu, et ça n'a été redécouvert qu'en 1900. Et les chromosomes ont été découverts seulement dans les années 1920, je crois, ou 1880, et vous savez, l'ADN siège
du code génétique, c'est les années 1950, Watson et Crick. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat ou réflexions. Donc, je vais peut-être demander à mon mentor si on arrête là, parce que j'ai un mentor qui a surveillé tout ça, qui a tout organisé, et que je remercie d'ailleurs. Donc je l'appelle, alors je vous le fais devant vous. Voilà. J'espère que ça ne perturbe pas le son que vous entendez. Après, si vous avez d'autres questions, voilà, hein, il n'est pas si tard que ça, hein, surtout pour déconfiner. Bon, c'est bon, il n'y a plus. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, hein, donc. Bon, eh ben, merci. Je remercie ceux qui me, ceux qui me disent merci. Je remercie l'Université populaire de philosophie d'abord pour l'énorme travail qu'elle fait, puis Eric Lowen en particulier, qui m'a beaucoup aidé. Oui, 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 mais enfin, voilà, bon, j'ai le droit de dire ce que je veux quand même, hein. Voilà. Voilà, je dis au revoir à tout le monde. Alors, je ne sais pas qui m'a regardé, je le saurai peut-être tout à l'heure, ou Eric me le dira. Et puis, je vais arrêter la vidéo en direct, et donc, voilà, pas de remords, pas de regrets. Je vérifie une dernière fois qu'il n'y a pas d'autre chat, non, bon. Eh ben, écoutez, au revoir tout le monde, merci, et puis j'ai eu un grand plaisir à faire cette conférence et même à la préparer. Au revoir.